Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast qui s'intitule « Bâtissons un futur enchanté » avec en complément « Nos choix d'aujourd'hui façonnent le monde de demain ». Ce deuxième entretien a pour titre « Le trophée 2025 de la pollution est attribué à… » point de suspension, histoire de ménager un suspense haletant. Il sera divisé en deux parties. La première a été écrite il y a quelques années, mais elle conserve intacte toute sa pertinence. Cependant, nous verrons dans la seconde partie, la semaine prochaine, que le gagnant du trophée attribué à cette époque sera supplanté sans peine par un concurrent redoutable qui mérite, sans contestation possible, la place culminante sur le trône très convoité. Nous vous précisons que cet entretien, comme tous ceux du podcast, sont consultables sur le site imagezemo.fr, ce qui permet de visiter les liens Internet assez nombreux dans cet exposé. Afin de ne pas vous imposer un entretien trop long, explorons aujourd'hui le texte composé il y a quelques années. En cette période des débuts d'année qui voit cohabiter la triste commémoration de l'accident nucléaire de Fukushima avec la remise des Césars français et des Oscars hollywoodiens, ne serait-il pas judicieux de décerner un trophée à l'agent qui contribue le plus efficacement à ce phénomène souvent spectaculaire, fréquemment mortifère, toujours angoissant, la pollution? À ma connaissance, une telle récompense n'a jamais été attribuée dans ce domaine pourtant de plus en plus fréquenté. C'est pour cette raison, ainsi que pour élargir au maximum le champ d'investigation, qu'il me semble opportun d'établir une date originelle de participation que nous situerons aux environs de 1850, soit le commencement de ce développement industriel, économique, technologique qui ne cesse d'enfler avec les conséquences plus ou moins positives que nous connaissons. Lorsque le mot pollution est prononcé, la première association de mots qui jaillit est « responsabilité humaine ». Pourtant, la première manifestation exceptionnelle qui semble mériter une place sur le podium ne peut pas être imputée aux actions des terriens. Il s'agit de l'éruption du volcan indonésien Krakatoa en 1883. Bien sûr, les esprits pointilleux pourront objecter que cette explosion ne rentre pas complètement dans la catégorie des pollutions. Même si les milliers de tonnes de cendres volcaniques répandues dans l'atmosphère, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude, provoquèrent à l'époque un abaissement général des températures et la précipitation de pluies acides. Hormis le cas marginal que nous venons de citer, la quasi-totalité des importantes pollutions qui suivront se révéleront d'origine humaine, et leurs effets se focaliseront sur la santé des populations. Les premières qui surgissent à la pensée, d'autant plus angoissantes qu'elles sont invisibles, sont liées à l'atome. Il y a eu Tchernobyl, avril 1986, Three Mile Island, mars 1979, et bien sûr le récent Fukushima, mars 2011. Mais n'oublions pas les deux bombes atomiques lancées en 1945 sur Hiroshima et Nagasaki. L'éloignement dans l'espace ou dans le temps n'enlève rien à l'intensité de ces tragédies. Viennent ensuite les pollutions maritimes à base de pétrole. Si leur nocivité se répand moins rapidement et moins subrepticement que celle des substances radioactives, leur impact sur l'humanité concernée n'en demeure pas moins profondément traumatisant. Le naufrage de l'Erika, novembre 1999, celui de la Moko Cadiz, mars 1978, l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, avril 2010, sans oublier le Torrey Canyon, mars 1967, l'Exxon Valdez, mars 89, le Prestige, décembre 2002, tous sont des moments tragiques imprégnés dans la mémoire collective de manière indélébile. Voilà de solides prétendants motivés pour accéder aux marches du podium. Mais ils présentent deux handicaps rédhibitoires. Ils sont accidentels et de ce fait, leur impact est temporaire. Ils se voient donc aisément supplantés par les pollutions permanentes, qui plus est autorisées, encouragées, voire imposées. Au premier rang, le tabac, ou plus exactement la cigarette, soigneusement façonnée de manière à devenir, grâce aux multiples produits chimiques qui accompagnent la plante originelle, une drogue légale au double bénéfice, celui des fabricants
et celui des firmes pharmaceutiques qui ont pour mission rémunératrice de soigner les dégâts physiques occasionnés. Mais là encore, la nocivité est quasiment circonscrite aux seuls consommateurs. Il n'en est pas de même pour la monumentale portion immergée d'un autre iceberg particulièrement sournois. Elle est constituée par tous les polluants chimiques que Monsanto, Syngenta et autres Bayer déploient dans les sols de tous les continents contre des montagnes d'espèces sonnantes et trébuchantes. Il s'agit des Roundup, agents orange, OGM de toutes sortes, dont les conséquences à long terme sont loin d'être claires et bénéfiques. Toutes ces substances toxiques, souvent cancérogènes, mènent une danse macabre au détriment de la santé des populations. Ce sont là de sérieux prétendants au trophée, du fait de leur nocivité cachée et de leur expansion universelle. Après l'eau et la terre, examinons un autre élément dans lequel la pollution est majeure, tout en étant plus ou moins visible. L'air. Le débat sur le dérèglement climatique fait rage, mais ce qui est incontestable, ce que chaque citadin peut vérifier quotidiennement, est la détérioration inexorable de l'atmosphère qui entoure ces cités chéries. Il suffit de quitter sa voiture 5 minutes, à la hauteur de Fézin ou de Saint-Fons près de Lyon, pour se délecter pleinement des émanations qui procurent à l'air ambiant un parfum inoubliable. Le plus répandu de ces polluants est le charbon, que l'on croyait définitivement rangé au rayon des antiquités énergétiques, mais qui semble rentrer en grâce, si l'on peut dire. Depuis 2002, son utilisation est en croissance constante, surtout en Chine et en Inde. Dans un registre tout à fait différent et de façon paradoxale, il est possible d'inclure une pollution causée par les médicaments. Bien sûr, ils sont parfois indispensables et irremplaçables. Mais d'une part, une quantité énorme d'entre eux est utilisée de façon totalement excessive. Il n'est pas rare de découvrir des prescriptions de 90 comprimés par jour. Lorsqu'on sait que la prise simultanée de 3 remèdes est déjà susceptible d'engendrer des effets secondaires importants ou des incompatibilités notoires, que penser de l'administration de 15 médications, voire plus? Il suffit d'ouvrir un Vidal pour prendre conscience des innombrables précautions d'utilisation et d'association inhérentes à chaque médicament. D'autre part, paraissent périodiquement des études diffusées dans des ouvrages ou des revues médicales prouvant qu'une grande partie des molécules les plus utilisées n'ont qu'une efficacité minime, voire nulle, tout en présentant des risques sanitaires importants. À ce stade de l'observation, il est difficile d'établir une hiérarchie entre ces différentes prestations. Faut-il privilégier l'espace contaminé? Dans ce cas, l'atome se tient à une place de choix. Faut-il donner l'avantage au spectaculaire? C'est alors le pétrole qui mènera la danse. À moins que la priorité ne soit octroyée à la discrétion dans l'empoisonnement. En l'occurrence, ce serait alors le produit chimique miracle, fourni avec bienveillance à tous les cultivateurs du globe, qui tiendrait le haut du pavé. Malgré l'envergure de chacun de ces prétendants, ou peut-être à cause d'elle, l'indécision subsiste. Dans la totalité des pollutions répertoriées, exception faite peut-être des médicaments, toujours plus envahissants, apparaît un dénominateur commun embarrassant, susceptible d'interdire l'accès à la plus haute distinction. L'aspect restreint des phénomènes, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Qu'elles soient de terre, d'eau ou même d'air, ces contaminations et ces souillures trouveront un jour leur terme ou leurs limites, par prise de conscience ou par nécessité. C'est alors que s'est présenté un concurrent inattendu, un participant de la dernière heure. Et lorsqu'ont été exposées ses propriétés essentielles et ses prétentions majeures, le mental a dû se rendre à l'évidence, paraphrasant la célèbre réplique du commissaire Bourrel. Le vainqueur, mais c'est bien sûr la publicité. Avant tout emballement intempestif, il convient cependant d'examiner avec le maximum d'objectivité le bien fondé de cette intuition fulgurante. Les qualités requises pour l'attribution du trophée ultime seront-elles au rendez-vous? Considérons d'abord l'étendue de cette pollution. Sur ce point, rien à redire. Exception faite peut-être du cœur amazonien ou d'un coin isolé de Papouasie, la publicité est présente partout, ou le sera à très court terme, grâce, si l'on peut dire, au vecteur merveilleux qu'est Internet. Point n'est besoin d'être un observateur aux facultés aiguisées pour s'apercevoir que non seulement elle squatte chaque page du web, chaque sinuosité des réseaux sociaux,
mais que désormais elle s'individualise. Quel internaute n'a pas observé que son arrivée sur un site provoque immédiatement l'affichage de publicités pour des produits auxquels il s'est intéressé quelques heures ou quelques jours plus tôt? Dans un petit nombre de décennies, il n'existera plus un seul recoin de la planète qui échappera à la puissance de cet outil tentaculaire. Sur le plan de l'universalité, cette pollution est tout bonnement imbattable. Qu'en est-il en revanche de sa nocivité? A priori, elle paraît ridiculement faible en comparaison d'un Fukushima ou d'un Tchernobyl. Mais si nous explorons un peu plus en profondeur les conséquences de son pouvoir, les données changent radicalement. Quelle est la fonction première de la publicité? Informer le consommateur potentiel avec objectivité? Certainement pas. Le conseiller avec sagesse et mesure? Encore moins. Sa mission est uniquement de provoquer l'envie. Et dans ce domaine, la réussite est absolue, incontestable. Dès leur plus jeune âge, les enfants réclament à corps et à cri le dernier modèle d'Adidas ou de console. En l'absence d'aspiration spirituelle, qui, grâce aux bons soins de nos grandes chaînes télévisuelles, semble en décroissance permanente chez l'être humain, l'aspiration au bien matériel, qu'il soit bienfaisant ou totalement inutile, est devenue reine. Consciemment ou non, le terrien est réduit progressivement à l'état primaire de robot consommateur. Or, qui dit consommation en croissance exponentielle, car les milliards de Chinois ou d'Indiens sont en route pour goûter aux délices du confort occidental, dit forcément usure accélérée des matières premières disponibles. Déforestation massive, expansion anarchique des cultures pour les biocarburants, empoisonnement dû à l'extraction forcenée des terres rares, indispensables à la fabrication des smartphones, écrans plats ou voitures électriques, esclavage des enfants dans l'exploitation des mines, montagnes de déchets plastiques dans les terres ou les mers. Ce ne sont là que quelques exemples parmi les innombrables conséquences maléfiques de la consommation hypertrophiée et donc de sa procréatrice, la publicité. Dans l'espace tout comme dans la durée, il apparaît évident que son pouvoir de nocivité est aussi discret que puissant. Mais il est un domaine déjà évoqué sommairement dans les lignes ci-dessus, qui lui permet d'emporter haut la main le trophée tant convoité. Les diverses pollutions mentionnées en début d'article contaminent les éléments naturels qui permettent une vie saine sur Terre. Elles affectent la santé des individus, mais leur nuisance se limite à ce domaine physique. Par contre, la publicité ne se contente pas d'engendrer des nuisances sur le plan matériel. Elle possède l'immense avantage, si l'on peut dire, de polluer également l'esprit de l'être humain. Il est heurté du matin au soir, de toutes parts, rues, journaux, radios, télévision, internet, vêtements, courriers, par un matraquage psychique intensif, et ce serait un miracle qu'il puisse conserver longtemps une lucidité libertaire. Même le téméraire opposant qui souhaiterait échapper aux voix charmeuses des sirènes publicitaires, conserver coûte que coûte son matériel ancien, succombera inéluctablement à la nouveauté un jour, car l'obsolescence programmée de ces appareils lui interdira rapidement toute possibilité de réparation ou d'obtention de pièces détachées. Alors oui, sans contestation admissible, par son action mortifère universelle, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique, la publicité remporte l'Oscar suprême de la pollution. Et le pire, c'est qu'il est quasiment impossible de discerner l'adversaire capable de menacer sa suprématie dans les décennies à venir. Trinquons donc à cette victoire grandiose en débouchant un magnum de champagne. Pas n'importe lequel, cela va de soi. La dernière marque chaleureusement vantée par le dernier site web visité. Voilà donc ce que nous écrivions il y a quelques années. Hormis la dernière observation, qui supposait à tort que la difficulté serait grande pour détrôner la gagnante, tout ce qui figure dans cet article est plus exact que jamais. Nous espérons donc vous retrouver nombreux la semaine prochaine pour la seconde partie de cet entretien, avec la découverte du nouveau détenteur de ce trophée très disputé. Et nous remercions les auditeurs qui sont parvenus au terme de ce podcast. Nous espérons qu'il vous a intéressé et que vous aurez le désir de vous abonner pour connaître les entretiens suivants. Au revoir et bonne journée.